Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve les cheveux lavés, tout juste lavés, et on va démarrer cette vidéo pendant ma petite routine du matin. En fait, je trouve que c'est pas mal de pouvoir faire mes activités et en même temps de faire la vidéo. Et je trouve que c'est un format assez sympa. Dans mon dernier vlog, je vous ai posé la question si ça vous intéressait une vidéo sur la PMA, la FIV, etc. Et vous m'avez répondu que oui. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu consacrée à ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener tout au long de ma journée et je vais répondre à des questions et des thématiques et vous parler un peu de mon expérience. Mais avant de commencer la première question, dans le dernier vlog, je disais que j'avais quasiment fini ma crème de jour. Et du coup, je suis passée en racheter. Et donc j'ai pris la version un peu plus hydratante parce que je vous disais que j'ai la peau qui est quand même pas mal plus sèche que d'habitude. Donc j'ai pris la Eau Thermale Jonzac, réhydrate, soin riche, onctueux. Et donc celle-là, j'ai bien vérifié et pour le coup, au niveau composition, elles sont assez impeccables. Et comme il y avait une promo sur plusieurs articles de la même marque, j'ai pris aussi celle-là. Alors ça c'est la gamme Perfection Bébé Crème Peau Parfaite avec un petit SPF de 10. Du coup je me suis dit que c'était plutôt cool d'avoir ça pour le matin typiquement et celle-là pourquoi pas pour le soir. Voilà, et comme il y avait, je crois que c'était 2 produits achetés, un offert, j'en ai profité pour prendre en même temps la mousse nettoyante de la même marque. Voilà, parce que j'aime bien tester des nouveaux produits nettoyants. Et j'en ai profité en même temps pour prendre 2 crèmes solaires. Donc ça nous fera pour tout l'été comme ça. Donc moi je prends toujours du SPF 50 parce que j'ai la peau hyper claire et sinon je crame. Et du coup j'étais à la parapharmacie avec ma petite appli là à vérifier toutes les compos et celle-là elle était assez bien notée. J'ai pris la version Kids qui est encore mieux notée et je me dis que potentiellement les versions Kids y mettent des choses encore moins problématiques que dans les versions normales. Et comme ça je vais en mettre tout l'été. J'avais envie quand même que ça soit pas trop dégueu pour la grossesse. Pour aujourd'hui je vais tester la bébé crème du coup. On va voir ce que ça donne. Mais avant ça, je me nettoie toujours le... Enfin, je rince mon visage même si je l'ai déjà nettoyé sous la douche avec ma petite eau de rose. Je trouve que ça permet d'enlever le calcaire en fait. Et là où j'habite, l'eau elle est ultra calcaire. Du coup, ça fait pas de mal. Donc la première question, peut-être ça va être qu'est-ce que c'est la PMA et quand est-ce qu'on décide d'aller en PMA ou pas. Ah, en fait, je pensais bien que ça serait si foncé, la bébé crème. Bon, on va voir ce que ça donne. Du coup, la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. On peut l'appeler aussi AMP. En fait, c'est léger sans être léger, cette crème. Parce qu'au final, j'en ai quand même plein les mains de... Et là, on voit sur la serviette que c'est un petit peu taché. Donc en fait, c'est quasiment comme un petit fond de teint très léger, quoi. Donc je disais, on peut aussi dire AMP. Donc AMP, c'est assistance médicale à la procréation. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Et quand est-ce qu'on décide d'y aller? C'est quand on essaye d'avoir un enfant depuis un certain temps. Et après, il y a des délais qui dépendent un peu des circonstances, de l'âge et tout ça. Donc en gros, en dessous de 35 ans, c'est normalement au-delà d'1 an d'essai infructueux. Mais quand on connaît très bien ses cycles comme moi, donc quand je dis très bien connaître ses cycles, c'est pas utiliser une appli qui fait des prédictions, c'est vraiment suivre son cycle, connaître son corps, etc. 6 mois, ça suffit pour se dire qu'il y a potentiellement quelque chose qui bloque et donc qu'on peut aller consulter pour un rendez-vous, pour faire un bilan de fertilité. Je suis désolée si je suis un peu essoufflée. Pourtant, j'ai pas fait grand chose là. Au-dessus de 35 ans, par contre, c'est dès 6 mois d'essai.
quel que soit le cas, il faut aller consulter. Enfin, il faut pas aller consulter, mais on peut aller consulter parce que la fertilité est déjà en baisse, donc on a un peu moins de temps pour démarrer les protocoles derrière, etc. Donc ensuite, une fois qu'on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque, on prend rendez-vous pour faire un bilan de fertilité. Et donc là, on va nous prescrire plein d'examens. Donc pour les femmes, va y avoir une hystérosalpingographie, donc en gros, ou une hyphosie, ça donne le même résultat à la fin. Le but, c'est d'aller voir si les trompes utérines ne sont pas bouchées. Donc, est-ce que l'ovule et les spermatozoïdes peuvent bien se rencontrer? On doit faire aussi des gros bilans sanguins pour vérifier si tout va bien, si on n'a pas eu des MST qui pourraient impacter la fertilité. Et il me semble qu'il y a une échographie aussi pour voir un peu l'endomètre en début de cycle ou en milieu, je sais plus. Je crois que c'est en début de cycle. Et donc ça permet de voir un peu si l'endomètre est correct ou pas, etc. Donc en gros, on vérifie tout ça chez la femme. Et chez l'homme, va y avoir un spermogramme, donc pour vérifier comment est le sperme au niveau des quantités, au niveau de la vitalité, au niveau de la forme aussi, la morphologie des spermatozoïdes. Et il y a aussi, pareil, bilan sanguin complet pour voir s'il n'y a pas de soucis particuliers à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait le bilan sanguin, enfin une fois qu'on a fait tous les bilans de fertilité, on retourne voir le gynéco, le ou la gynéco. Et là, donc, ils vont nous faire un peu le bilan et nous dire s'il y a des choses problématiques ou pas, si oui, chez quel partenaire c'est problématique, et sinon ça s'appelle de l'infertilité inexpliquée. Donc sachant que la répartition c'est à peu près 30% où c'est en lien avec uniquement la femme, 30% c'est à peu près en lien uniquement avec l'homme, 30% où c'est les deux partenaires qui ont un souci mécanique ou autre, et 10% où c'est inexpliqué. Donc là c'est le moment où on se dit mais du coup c'est quoi la différence entre infertilité et stérilité? Et en fait il y a une très grosse différence. L'infertilité ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut pour concevoir un enfant. Par contre il y a quelque chose qui bloque ou qui fonctionne mal. Par contre la stérilité c'est le fait de ne vraiment pas du tout pouvoir avoir d'enfant naturellement. Donc typiquement un homme qui aurait 0 spermatozoïde, une femme qui aurait pas d'utérus, imaginons, enfin c'est un exemple. Voilà, donc c'est vraiment très différent, hein. Il n'y a pas l'infertilité, en gros, ça peut se solutionner via la PMA. La stérilité, ça peut se solutionner uniquement via des dons de gamètes, donc dons de spermatozoïdes ou dons d'ovules, ou après via des mères porteuses ou ce genre de choses, si par exemple les deux membres du couple sont stériles, même si c'est interdit en France, ou via l'adoption et tout ça, mais on reviendra sur cette question un petit peu après. On a aussi souvent le cliché que la PMA c'est la FIV. Donc la FIV c'est la fécondation in vitro, et en fait c'est pas du tout ça. La PMA ça comprend plein de protocoles différents possibles, alors que la FIV c'est un de ces protocoles. Donc il ne faut pas confondre les deux. Et souvent, justement, quand on est en PMA et qu'on a des soucis de fertilité, on se retrouve assez fréquemment confronté à la question pourquoi vous adoptez pas? Je pense qu'il y a plein de réponses à cette question, mais déjà il faut savoir que c'est des parcours vraiment très différents et qui n'ont rien à voir, mais qui sont tous les deux très complexes et très difficiles. Et en fait, quand on est déjà lancé dans un parcours PMA, on est concentré là-dessus à 100% et on n'a pas du tout la tête en fait à penser à un autre parcours, sachant que faut savoir que l'adoption, parce que moi je m'étais quand même très vite fait renseigner, en gros en France il faut en moyenne 7 ans pour arriver à adopter, et si on adopte à l'étranger il faut compter à peu près au minimum 10 000 € de frais. Donc, mais ça peut être du coup un peu plus rapide.
Et après, il y a toutes les questions de déracinement des enfants, etc. Donc vraiment, c'est 2 parcours extrêmement différents. Il faut faire attention quand on pose cette question. C'est surtout à ça que je voulais en venir. Quand on parle de parcours de PMA, on a un peu aussi le cliché des injections qu'il faut se faire. Alors oui, il y a des injections, mais toujours pareil, ça dépend vraiment des protocoles qui sont suivis. On ne prescrit pas du tout les mêmes médicaments et les mêmes injections en fonction des protocoles. Donc il y en a qui vont avoir beaucoup plus de piqûres que d'autres. Et on peut même faire certains protocoles sur cycle naturel où du coup le nombre de piqûres sera réduit au strict minimum. Et une autre question qui revient pas mal en général, c'est est-ce que les injections ça fait mal? Alors moi je dirais que ça dépend en fait de la piqûre en elle-même et du produit. Il y a des produits qui font beaucoup plus mal que d'autres et il y en a d'autres, ça passe quasiment comme dans du beurre, on va dire. Mais après parfois ça fait mal psychologiquement aussi d'avoir cette contrainte en fait, de devoir se piquer tous les jours, etc. Sachant que les piqûres, elles peuvent être faites par un infirmier ou une infirmière ou par soi-même. Après, c'est au choix de la personne en fonction de si on se sent de le faire ou pas. La question suivante que je voulais aborder, c'est l'aspect psychologique pendant le parcours. Et en fait, c'est un point hyper important parce que psychologiquement, c'est très difficile. On passe par plein d'états émotionnels différents. Des très hauts, des très bas, de l'espoir, le fait de ne plus avoir aucun espoir aussi. Et du coup, c'est hyper important. Dans la plupart des centres, il y a la possibilité de se faire accompagner psychologiquement par des psychologues, mais parfois il faut aussi un peu le demander si on en ressent le besoin. Et pour moi, il y a un aspect aussi qui joue beaucoup dans la psychologie, mais du coup qui est un peu hors contexte médical, c'est tout ce qui est entourage. Et c'est hyper important d'être bien entouré, de se sentir soutenu en fait. Donc pour ma part, on avait fait le choix d'en parler aux personnes très proches parce que on avait envie de pouvoir en parler et de se sentir soutenu quand ça allait pas et aussi de pouvoir partager les joies au fur et à mesure et les moments plus difficiles. Voilà, donc c'était important pour nous. Après, c'est resté sur un cercle assez proche, mais moi je trouve que c'est quand même important. Et surtout, si on ressent le besoin de pas se sentir seul, bah c'est bien de pouvoir arriver à trouver des personnes en qui on peut avoir confiance. Et ça permet aussi à ces personnes-là de faire plus attention à la façon dont elles vont nous parler aussi. Typiquement, pas faire de remarques désobligeantes du style alors c'est pour quand, ce genre de choses, parce que quand on est dans ces parcours-là, c'est des remarques qui sont extrêmement difficiles à recevoir. Et il faut savoir aussi que tout ce qui est grossesse, naissance, etc. dans les entourages proches ou même un peu moins proches sont très 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 difficiles à vivre dans ces parcours-là, puisque on est tiraillé entre le bonheur pour la personne et la peine pour soi. Donc c'est assez difficile à vivre, et même si des fois on en a marre en fait de penser comme ça, on a envie de penser différemment, mais ça nous rattrape quoi. Enfin, c'est nos émotions qui remontent et on peut pas y faire grand chose malheureusement. En cherchant un peu les thématiques importantes qui revenaient, j'ai trouvé aussi tout ce qui est améliorer les chances de réussite. Il y a un petit Morito qui vient vous faire coucou. Il avait envie. Et pour ça, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. D'une part, c'est tout ce qui est hygiène de vie, parce que c'est pas parce qu'on est dans ce parcours-là que la médecine c'est magique. Et en fait, il faut aussi prendre soin de notre fertilité.
Donc pour ça, il y a tout ce qui est alimentation, limiter l'alcool, la cigarette, ce genre de choses. Essayer de faire du sport ou en tout cas de se détendre un petit peu, quoi. Ce genre de choses. Et il y a aussi toute la partie médecine douce. Moi, typiquement, j'y ai eu recours juste avant le transfert d'embryon. Il y a plein de petites choses qui peuvent être faites, notamment l'ostéopathie, la naturopathie, donc ça va toucher beaucoup à l'hygiène de vie souvent. Il y a aussi tout ce qui est acupuncture, réflexologie, les massages, ce genre de choses, enfin certains types de massages en tout cas. Voilà, il y a pas mal de choses, je pense que j'en ai oublié, qui peuvent être mises en place. Alors après, c'est pas magique, mais disons que ça peut aider et ça peut aussi débloquer des choses, que ce soit un peu mécaniques ou émotionnelles ou énergétiques aussi, pour les personnes qui sont un peu sensibles à ce type de sujet. Maintenant, je vais aborder un peu comment ça se passe un protocole. Donc, quasiment tous les protocoles, à ma connaissance, commencent par un rendez-vous avec le ou la gynéco. Et c'est lui ou elle qui va prescrire en fait tous les médicaments, tout ce genre de choses, et qui va nous expliquer un peu le planning et le timing du protocole. Donc il y a plein de protocoles différents en fonction de l'individu. C'est vraiment hyper personnel en fait, ça va dépendre des problématiques de fertilité, est-ce que c'est plutôt masculin, plutôt féminin, plutôt les deux. Et après, par exemple, dans les problématiques féminines, il y a plein de types de problématiques différentes. Pour les masculines aussi, donc vraiment, ils vont adapter par rapport à ça. Et donc, une fois qu'on a le planning établi, on va savoir que à tel jour du cycle, il faut prendre tel médicament, s'injecter telle piqûre. Voilà, c'est vraiment très très cadré. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une application mobile où tout mon protocole était rentré à chaque fois. Et du coup, jour par jour, j'avais les notifications pour savoir ce que je devais faire. Si j'avais une prise de sang à faire, quel résultat il fallait que je transmette à ma gynéco, etc. Donc c'était plutôt bien fait. Mais en général, les médecins sont assez disponibles. En tout cas, on peut soit contacter les secrétariats qui leur passent les messages très rapidement et on est recontacté dans la journée. C'est vraiment pas comme le gynéco de ville où là, il faut attendre 6 mois avant d'avoir un rendez-vous. Là, c'est vraiment très cadencé. Par contre, il faut être prêt à avoir un planning assez flexible puisque des fois, on nous dit 24 heures à l'avance qu'on a un rendez-vous le lendemain ou le surlendemain. Donc, il faut pouvoir s'organiser pour y aller. Et il faut savoir qu'au niveau du droit du travail, il y a des autorisations d'absence payées pour les salariés. Donc, vos employeurs ne peuvent pas vous empêcher d'aller à vos rendez-vous et ils ne peuvent pas vous retirer du salaire pour ça, ni vous faire rattraper les heures. Voilà, c'est une loi qui est assez récente, je crois qu'il date de 2009 ou quelque chose comme ça. Mais c'est important d'en parler, en tout cas au niveau RH, et peut-être au moins à son chef, pour qu'il soit au courant et avoir la possibilité d'avoir ces autorisations d'absence. Et surtout, c'est pas pris sur les congés, c'est vraiment des autorisations spécifiques. Alors pour la FIV, parce que moi, c'est 2 protocoles que j'ai fait. Chaque protocole a un nom, mais en gros, il y a des FIV longues et des FIV sur cycle court. Et moi, c'était des FIV sur cycle court à chaque fois.
Donc en gros, j'avais à peu près une quinzaine de jours. Enfin, en fait, je commençais à prendre des médicaments une dizaine de jours avant la fin du cycle précédent. Et ensuite, pendant une quinzaine de jours au début du cycle, j'avais des piqûres tous les jours, des médicaments en plus à prendre. Après, j'avais des vitamines, mais ça, c'était un peu permanent pendant toute la durée de la PMA, à prendre quotidiennement. Et donc on fait ça. Et en fait, le but, c'est de faire maturer les follicules, donc ils vont donner les ovules. Et le but, c'est d'avoir le plus d'ovules possible pour aller les ponctionner. Tous les 48 heures à peu près, on fait une prise de sang et une échographie pour vérifier comment évoluent et comment grossissent les follicules. Et quand ils sont prêts, donc que ce soit au niveau hormonal, donc via la prise de sang, et au niveau échographique, donc là ça permet de les avoir au visuel, quand ils sont prêts, on nous dit 48 heures avant, on fait la ponction tel jour. Et donc les ponctions, c'est sous anesthésie. Donc ça peut être une anesthésie locale quand il n'y a pas beaucoup de follicules, mais la plupart du temps, c'est quand même beaucoup d'anesthésie générale. Après, c'est des anesthésies un peu légères, c'est pas des anesthésies qui durent 3 heures. Je pense que ça dure peut-être une demi-heure grand maximum. Mais voilà. Donc ce jour-là, forcément, on ne peut pas travailler. Et il faut que le conjoint soit présent aussi parce que lui, il a son recueil de sperme à faire. Une fois que tout ça c'est fait, les ovules et le sperme partent au laboratoire. Et donc là, ils les mettent en contact. À ce moment-là, il y a 3 types de FIV qui existent, en France en tout cas. Il y a la FIV classique où ils les mettent dans des tubes à essai et puis ils les laissent se féconder tout seuls. Il y a la FIV ICSI où ils viennent sélectionner un spermatozoïde et l'injecter dans chaque ovule. Et il y a la FIV IMSI où pour la sélection du spermatozoïde, ils le font à plus fort grossissement. Donc ce qui permet d'avoir une meilleure vision au niveau morphologique. Et donc pareil, après ils l'injectent dans l'ovule. Une fois que ça c'est fait, les embryons se forment. Et donc là, on est tenu plus ou moins au courant en fonction des centres. Et souvent, les transferts d'embryons, donc c'est le fait de remettre l'embryon dans l'utérus, sont faits au 3e jour après ou au 5e jour d'évolution des embryons. Une fois que le transfert est fait, il faut attendre à peu près jusqu'au 14e jour après la ponction. Donc du coup, ça fait entre 7 et 10 jours d'attente environ. Et là, on fait la prise de sang classique de bêta-HCG pour la grossesse, pour savoir si ça a fonctionné ou pas, si l'embryon s'est implanté dans l'utérus. Et donc là, à toutes les étapes, c'est des montagnes russes émotionnelles, parce que parfois on peut avoir des bonnes nouvelles, parfois on peut avoir des nouvelles catastrophiques. C'est vraiment au jour le jour. C'est un parcours qui nous apprend énormément la patience et le fait de ne pas pouvoir tout maîtriser. Ce qui n'est pas toujours facile, surtout quand on est un peu... qu'on aime bien tout maîtriser comme moi. Mais ouais, du coup, c'est aussi là que c'est important de pouvoir être entouré, de pouvoir en parler avec les bonnes personnes qui pourront nous aider et nous soutenir psychologiquement. Au niveau des chances de réussite, en gros, c'est pas 100%. Les chances de réussite, c'est 60% pour 4 FIV. Donc, sachant que dans chaque FIV, on peut avoir plusieurs embryons. Donc, tout cumulé, c'est ça à peu près les taux de réussite. Mais après, c'est très très variable en fonction de l'âge. En gros, il y a la tranche moins de 30 ans, 30-35, 35-40 et plus de 40, il me semble, pour l'âge de la femme. Et donc, c'est très très dépendant de ça. Et puis, une fois que la grossesse est en route, en fait, on a un soutien hormonal avec pas mal de médicaments à prendre pendant tout le premier trimestre de grossesse qui permettent d'optimiser au maximum la grossesse et de limiter le nombre de fausses couches. Même si je n'ai pas de chiffre exact, mais à mon avis, le taux de fausses couches il doit être très très similaire au taux de fausses couches classique sans PMA. Et une fois le premier trimestre terminé, là c'est bon. On peut être un peu soulagé et on peut essayer de se laisser un peu plus porter, mais malgré tout,
Après, chaque personne réagit différemment, mais c'est quand même un historique qui reste au fond de notre tête et du coup qui fait un peu peur aussi, parce qu'on se dit que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, bah, il faudra certainement tout recommencer. Donc c'est vrai que bon, du coup on est un peu plus en stress jusqu'à la naissance en général. Mais bon, faut essayer de se détendre quand même. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions auxquelles je pensais et sur tous les sujets qui me semblaient importants. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'y répondrai soit en commentaire ou soit dans une autre vidéo, pourquoi pas en fonction des sujets. Et puis bah, si vous êtes en PMA ou en ACBB, je vous souhaite bon courage et plein de réussite dans vos projets. Et puis je vous souhaite la même issue que moi, hein, puisque c'est la seule issue qu'on peut souhaiter. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.